Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, l'émission au fighting spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on va reparler de la victoire de l'Olympique de Marseille. C'était contre Nîmes au stade Vélodrome. On parlera mercato avec Franck McCourt qui veut encore dégraisser, peut-être même cet hiver. Et puis on parlera du classement, de l'objectif podium. Et il y aura une petite interview. Voilà, alors je ne dévoile pas tout, mais je vais d'abord accueillir notre ami Jean-Charles de Bonneau. Salut Ben. Ça va Jean-Charles? Ça va bien, ça va bien. Et bonsoir à tous. Eh oui. Et Johnny Ecker est avec nous. Salut. Ça va Johnny? Ça va impeccable. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Nicolas est avec nous. Salut. Ça va Nico? Très bien. Bientôt en vacances. Ça va. Alors voilà, interview, pourquoi? Parce qu'on finira l'émission avec toi. On parlera de ton actu, de ton passage à l'Olympique de Marseille. Mais quand je t'ai vu arriver, il y a quelque chose qui m'a choqué déjà. Il est passé où? Le plâtre, il est passé où? Ah, oula, le plâtre il est long. Il est passé où? Le plâtre il est long. Ça a fait quoi? Il est collector, je l'ai mis sur une étagère à la maison. Non, ça a été terrible pour moi pendant 1 an et demi avec ce plâtre. Ouais, mais il m'a servi quand même par moment. C'est vrai que j'ai réglé quelques comptes avec le plâtre. Ouais. Mais, c'est un pote qui m'a demandé de poser la question, c'est Nassim. Il disait, voilà, à la fin, tu n'en avais plus besoin, c'est juste pour mettre des coups, c'est ça, non? Alors souvent on me pose la question, mais non, j'en ai effectivement besoin parce que pour dire un peu ce qui s'est passé, j'ai quand même eu une greffe et une vis. Ah ouais. Et la greffe n'a pas prise. Oh, d'accord. Voilà. Mais le problème, c'est que je n'aurais pas dû jouer et que Alain Perrin voulait que je joue impérativement. Donc j'avais une attelle sur mesure, strappée, et puis bon, quelques anecdotes là-dessus, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais c'est vrai que par moment, ça m'a un peu servi. Mais n'empêche, ce qui est bien, c'est que ça soit autorisé, non? Parce que oui, mais c'est pas les plâtres. C'était une résine, non? Voilà, c'était de la résine, c'était très léger. Alors après, bien sûr qu'il y avait des bandes, et notamment d'ailleurs en Coupe d'Europe, un arbitre anglais, juste avant le coup d'envoi, on lui montre donc 1 heure avant l'attelle, il valide, et juste avant de rentrer, José était comme un fou, et il fallait que j'enlève tout pour lui montrer que c'était pas un plâtre, quoi. Ah ouais, c'était bon. C'était fait à la hâte, mais... Ça, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. C'est quelque chose qui a marqué les supporters, hein, complètement, oui. Mais même pour lui, je pense que psychologiquement, de ne pas l'avoir, c'était mauvais. En fait, quand tu t'habitues à quelque chose... oui, parce que c'est la vérité. C'est comme les bandages aux chevilles, ça. C'est vrai que tu te bandes les chevilles le jour où tu l'as pas, tu te dis, un an, j'ai joué avec ça. C'était au début pénible, parce que c'est gênant, attention. La réception, on ne peut pas mettre... Tu perds la mobilité. Donc tu tombais, tu roulais. Même l'adversaire. Donc, l'adversaire, tu accrochais. Moi, je ne pouvais pas, parce que moi, c'était le scaphoïde, donc c'était la pince, donc c'était très compliqué. Il y avait des douleurs. Ouais, c'était un peu galère. Bon, après j'ai pris l'habitude, et effectivement, après, je m'en suis servi un peu comme un... Là, tu as dit au sapin de Noël, là. Non, là, c'est... Bon, messieurs, c'est le grand jour, ça y est. Ah ouais. Il faut qu'on le donne. Non. Non, le maillot. Le maillot, il faut qu'on le donne. Faut qu'on l'offre. Ouais, faut qu'on l'offre. Il faut qu'on donne le nom du gagnant du jeu concours. Moi, je voyais ça, je vous le dis. Tout le monde me téléphone pour ce maillot. Allez, c'est bon. Est-ce qu'on a des effets spéciaux ou pas? On n'a pas des sound design, roulement de tambour, non? Non, on n'a pas ça. Allez, c'est Pierre Nouvet. Voilà, tirage au sort a eu lieu ce matin devant un huissier de justice. C'est huissier. C'est toi le huissier de justice? Non, c'est Jean-Pierre l'huissier. C'est Jean-Pierre l'huissier. C'est son nom. Pierre Nouvet, c'est toi le gagnant. Tu remportes le maillot de Dimitri Payet, signé par Dimitri Payet et porté par Dimitri Payet. C'était face à Monaco en Coupe de la Ligue. Beau cadeau quand même. Ah oui, non? Pour les fêtes. Super cadeau. Voilà. On va te contacter donc par mail et puis on t'enverra ce magnifique maillot. Voilà. C'était le jeu concours. C'est pas ton fils qui l'a gagné finalement. Non. J'ai essayé de le trafiquer, mais non, c'était un vrai jeu concours. On en refera un pour la nouvelle année. Voilà. On se fait ce temps de réfléchir. Non, mais déjà, regarde, on va pouvoir faire gagner. Montre ton t-shirt qu'on peut. Ah oui, on peut le gagner aussi, quoi. On va faire de l'autopromo. On n'est pas comme ça, nous. Tu es pas chez toi aussi? Mais si, il fait de l'autopromo. Sur le Football Club de Marseille. Il est pas beau, il est pas mal. Il est magnifique. Allez, on passe tout de suite au décrassage, messieurs. Et cette nouvelle victoire de l'Olympique de Marseille, c'était contre Nîmes au Vélodrome. L'Olympique de Marseille qui s'est imposé contre Nîmes, c'était samedi soir. Une victoire 3-1. On était tous au stade, même toi, oui, Johnny. Bien sûr. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de... Invité par Nîmes ou par l'OM?
Par l'OM. Parce que tu as fait les deux clubs. Ah oui, c'est vrai. Par l'OM. Eh oui, non, mais voilà. Nîmes, C'est important de savoir. Les anciens de Nîmes, on n'est plus invités, nous. Donc, on est encore un peu l'OM pour. Moi, Je crois que les anciens de l'OM sont plus trop invités aussi. J'ai encore la chance, moi, de l'être encore un peu. Ça dépend, tu vois, c'est un contre-exemple. Donc, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille? J'ai trouvé un Olympique de Marseille qui avait hâte, je pense, d'être en vacances. Ah ouais? Ah ouais, j'ai trouvé le match très triste. Ah bon? Ah ouais, complètement. Sérieux? Ouais. La période, J'ai trouvé, effectivement, sur la première période, pas de rythme. Alors l'envie, elle y était, bien sûr, mais pas de rythme, en sachant qu'une équipe de Nîmes qui est pas bien. Donc en mettant un peu plus de rythme et en marquant peut-être assez rapidement, l'OM aurait pu se mettre à l'abri plus vite. Et sur un coup du sort, en tout début de seconde mi-temps, ce but contre son camp à la couche a fait que ça a décanté le match. Mais cruellement de rythme, je trouvais ce match. Ouais. Et deuxième période, c'était plutôt pas mal quand même, non? La deuxième était mieux. Alors, il y a eu effectivement quand même pas mal d'arrêts de la part du gardien de Nîmes. Mais on a attendu un petit peu. Nîmes n'a pas été dangereux et on n'a pas su. Enfin, je pense que l'OM n'a pas su mettre plus d'envie d'aller de l'avant pour marquer assez rapidement et tuer ce match. D'accord. Jean-Charles, qu'est-ce que tu retiens toi de ce match? Il a raison, je dis, parce que c'est vrai que les 45 premières minutes, c'était timide. Oui. C'était timide, notamment dans l'engagement, dans. Je ne vais pas dire l'envie, parce que l'envie, actuellement, on ne peut pas leur dire qu'on n'a pas d'envie. Mais ça manquait de dynamisme, ça manquait de solutions, ça manquait de percussion, ça a été timide en fait. Et je crois que Villas-Boas l'a déclaré en conférence de presse en disant que son équipe était un petit peu en dedans les 45 premières minutes. Alors après, c'est vrai qu'il y a le coup du sort en deuxième période, à la 46e ou 45e minute, qui déclenche tout. Parce que Nîmes est obligé de sortir, Nîmes est obligé de revenir au score. Et puis là, ça donne une autre envie, une autre perspective de la rencontre, puisque l'OM a commencé à jouer, Payet a pris le jeu à son compte, ça a été totalement différent. On a vu un Olympique de Marseille plus entreprenant, en fait, avec beaucoup plus de solutions, beaucoup plus de mouvements. Et puis bon, c'était le dernier match de l'année, il fallait le gagner à tout prix pour rester second, surtout bien être positionné. On restait second quoi qu'il arrive, mais bien positionné à des points d'écart. Et là, après, l'OM a fait, je dirais, son boulot convenablement, avec dans d'autres circonstances, parce que bon, après on a vu des attaquants qui ont essayé de se mettre en valeur, une équipe qui a été enthousiaste, voilà, beaucoup d'autres solutions et beaucoup plus entreprenants. Nico? Oui, je suis à peu près d'accord. C'est vrai que je pense que c'est toujours compliqué. À peu près ou tu es d'accord? À peu près. Attends, ça va. C'est-à-dire que j'ai peut-être des petites différences. Tu vois. Je trouve que l'OM a toujours un peu de mal à rentrer dans ses matchs quand il se joue face à une équipe qui a un bloc un peu bas. C'est le cas de Nîmes, parce que Nîmes ils sont pas bien et qu'ils allaient attendre forcément. On l'avait vu la première mi-temps face à Bordeaux, pareil, ça avait été compliqué. Et en plus, ils avaient pris un but sur une frappe d'Adli. Là, c'était un peu pareil. Ils ont mis une mi-temps un peu à ronronner. Il y a eu quand même un petit peu de mouvement. Moi, je me souviens, Beneteau fait un super début de match où il est très actif. Mais après, c'est vrai que dans les derniers gestes, les dernières passes, c'était pas ça. Et c'est vrai que, comme souvent, début de seconde période, ils ont accéléré. C'est un but contre son camp, mais c'est aussi grosse pression marseillaise. Pressing haut, beaucoup de ballons qui arrivent dans la surface. Donc forcément, c'était beaucoup plus compliqué pour les Nîmois. Et on savait qu'une fois que l'homme marquerait le premier but, ça devrait dérouler derrière. Comme disait Johnny, s'il avait fait plus tôt, ça aurait peut-être pu être un match encore plus sympa. Mais bon, là, dès qu'il y a eu 1-0, le match était presque terminé. Alors le fait du match, est-ce qu'il y a un fait de match pour vous qui a vraiment changé les choses? Oui, moi je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est ce but très rapide contre leur camp et ça a favorisé après le jeu pour l'OM, bien sûr. D'accord. Je suis de son avis, c'est vrai que... C'est la même chose? Oui. Après, c'est l'insistance aussi des Marseillais d'aller chercher cette défense nîmoise. Mais c'est le fait du match, parce que bon, tout le monde comme ça se passe, si au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on ne marque toujours pas, c'est plus la même rencontre. Mais en fait, il doit se passer beaucoup de choses à la mi-temps, parce que Villas-Boas donne d'autres intentions en fait, à l'Olympique de Marseille, parce qu'on s'est aperçu cette année que l'OM, très souvent, les 45 premières minutes ou la deuxième période, il y a quelque chose qui changeait totalement dans cet effectif, parce que l'OM faisait la différence. Donc je pense que le discours aussi passe très bien, mais le fait du match, c'est pour moi le but contre son camp. T'as un autre fait de match? Oui, parce que c'est ce premier but, ce que je disais, c'est ce premier but qui ouvre la partie et qui enclenche ce match-là. Après, l'OM déroule et continue à presser et enchaîne les buts. C'est vraiment ce but, peu importe quel but, mais le premier but du match, lancé. Après, il n'y a pas aussi ce penalty, ce penalty qui n'a pas été sifflé. Il y a eu la VAR pendant
Grosse hésitation pour Nîmes. Ouais. Et ça aussi, ça aurait pu peut-être faire basculer le... Et la VAR de hors-jeu de Payet. Ah ouais. C'est Payet, c'est ça? Ouais. Sur le 2-0. Non, c'est sur le hors-jeu de Beneteau sur une frappe de Payet. De Payet. Ouais, peu importe. Aussi. Il faut arrêter là. On retourne chaque fois voir la VAR, on voit bien qu'il n'y a pas hors-jeu et il siffle hors-jeu. Ouais. Donc, en fait, c'est la VAR qui arbitre maintenant. Oui, voilà. C'est ça, les arbitres se mouillent plus. Mais en plus, t'imagines le temps que tu perds tout à fait. Pour revenir et pour dire non, il n'y a pas but. Tu perds du temps et tu te trompes en plus. Et tu te trompes. C'est le seul qui n'a pas dû en fait. Et sur le penalty, il n'y a pas de... Pour moi, non. Non. Mais bon. Pas de penalty. Bon, on le voit pas bouger. Mais il bouge pas. On est défenseur. Si tu joues les bras collés au corps, tu ne peux pas jouer. Déjà pour ton équilibre. Il fait pas de geste. Tu es obligé d'être comme ça. Il fait pas le geste. Après, il n'y a pas de mouvement. Taper dedans. Et quand on te tape dedans, systématiquement, tu as un réflexe de ton bras. Ça, c'est logique. Jean-Charles, tu le vois bien au ralenti. En plus, Tchadé Tatsar, il est comme ça. Le ballon passe, il bouge pas. Il va pas s'écarter non plus. Il va pas s'écarter. Non, absolument. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Alors, on passe du coup à Men and Merguez of the match. Man of the match, Jean-Charles. Dimitri Payet. Moi, je mettrais Dimitri. Bon, il y en a quelques-uns à citer aussi. Oui. Mais Dimitri Payet, quand même, il a quand même animé cette rencontre. Sur une première période un peu... Comme ses partenaires. Voilà, comme ses partenaires. Et en deuxième mi-temps, il illumine. C'est lui qui régulise un petit peu le jeu, qui temporise, qui accélère le jeu quand il a envie, qui part de loin, qui donne des solutions. On l'a vu dézoner, on l'a vu à droite, on l'a vu à gauche, on l'a vu vraiment... Je veux dire, voilà, on l'a vu de partout. Et puis, en plus, il marque. Donc, voilà. Pour toi aussi, c'est... Oui, pour moi, oui, également. On voit sur, je crois que c'est le deuxième but, je crois, quand il va récupérer le ballon dans son camp pour éviter une touche. Il accélère, il donne... Non, franchement, frappe de Sanson, Payet a été vraiment, pour moi, l'homme du match, oui. Homme du match, c'est clairement l'homme du match, mais moi je trouve qu'il a un peu croqué sur ce match-là, je l'avais dit. Je trouve que sur plein de contres, il a fait les mauvais choix. Il cherchait trop Benedetto en première mi-temps, systématiquement. Mais après, c'est sûr que c'est lui l'homme du match. Le jeu offensif de l'OM, c'est lui de toute façon. Mais après, moi je voulais mettre un joueur en lumière, c'est un défenseur, c'est justement Tchadé Tatsar, que j'ai encore trouvé vraiment très bon sur ce match-là. Bon, l'opposition offensive de Nîmes, c'était pas fou, mais il est propre. Et dans les relances, il fait des transversales magnifiques. Moi, je le trouve très très bon. Et je pense que arrêté aussi quand il monte, il est dangereux. Il est vraiment bon devant et derrière, et je pense que c'est un joueur qui peut que progresser. Comment tu trouves ce joueur, justement, ce jeune joueur de l'Olympique de Marseille? Mais bien, parce qu'au début, c'était compliqué. Notamment à Nîmes l'année passée. Notamment à Nîmes, oui. Moi, j'étais au stade. C'était la surprise de Rudy Garcia. C'était un joli cadeau qu'il faisait. Il est arrivé, il était en surpoids. Il arrive la Coupe du Monde. Il n'avait pas le rythme. Non, c'était la cata. Et puis maintenant, il a pris son rythme. Il a prouvé que ça pouvait devenir un joueur titulaire. Et il s'entend très bien aussi avec Alvaro. C'est ça? Non, c'est costaud. Tu penses que ça peut être un joueur d'avenir, ça, pour l'OM? Il est jeune. Oui. Ça, on a souvent tendance, c'est la raison de le signaler. On a souvent tendance à oublier qu'il a quand même 21 ans. Et oui, il est jeune. 22, je crois. Bon, 22, c'est pas très vieux non plus, quoi. Le gars, il arrive de l'étranger, il arrive d'une Coupe du Monde, on l'a imposé dans une équipe un gros transfert. où elle ne tournait pas, un gros transfert, on lui a tout mis sur les épaules. Il a fallu digérer tout ça pour lui, je pense. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, il arrive vraiment à être titulaire. Franchement, c'est vraiment un bon joueur. Merguez of the match. Merguez of the match, c'est, t'as compris, c'est peut-être, c'est le joueur qui a le plus déçu, pour être sympa. On dit ça. Est-ce que j'ai pas envie d'en mettre un, sincèrement, parce qu'il y a une révolte. L'Olympique de Marseille a démontré, notamment ces dernières semaines, de toute façon, ces derniers temps, on n'en décerne pas trop des merguez. Non, voilà. C'est normal. L'OM gagne. Une merguez, il faut vraiment qu'elle soit bien cuite, parce que là, elle n'est pas cuite en fait. Donc moi, je mettrai personne, voilà. Okay. Oui, c'est sûr aussi. C'est vrai que sur ce match-là, après il y a eu des choix mauvais de certains joueurs, mais on peut pas dire qu'ils aient manqué leur match par rapport à ça, quoi. Ouais. Je pense qu'offensivement, il y avait des situations qu'on aurait pu mettre au fond plus rapidement, et des mauvais choix ont fait que ça n'a pas pu le faire. Mais non, de là à dire que c'était mauvais, non, c'est pas le cas. Nico, Stockman, toujours. Ah non, je ne vais pas. Non, c'est une blague. Alors messieurs, on s'arrête là pour cet après-match, pour ce décrassage. Et on va parler maintenant de cet objectif podium, même seconde place. Est-ce qu'il y a une autoroute pour l'Olympique de Marseille sur cette deuxième partie de saison pour aller chercher cette deuxième place au classement? C'est tout de suite. L'Olympique de Marseille qui est donc bien installé confortablement dans son fauteuil de dauphin. Voilà, on dit ça, hein, c'est le dauphin.
deuxième au classement. Alors, on va regarder le classement ensemble. J'espère que ça sera le bon cette fois, cette semaine. Parce qu'on s'était trompé la semaine dernière. Et on va s'apercevoir que donc l'Olympique de Marseille a combien 5 points d'avance sur Rennes. Qui a un match de retard. Et qui va jouer à Nîmes. Qui va jouer à Nîmes. Et déjà 7 points d'avance sur Lille. Là, c'est quand même pas rien, 7 points d'avance sur Lille. Ça va très vite nous aussi. Comment ça va très vite aussi. Ça va très vite aussi, mais tu as 2 victoires. Tu es bien positionné. Oui. Et on a une équipe de Lille qui enchaîne aussi, qui a du mal à être constant. Non ? Oui, ils étaient bien revenus, notamment sur les dernières rencontres. Et puis là, on avait vu qu'en Coupe de la Ligue à Monaco, ils en avaient mis 3 et que 3 jours après, ils en prennent 5. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut vite aussi se déséquilibrer. Alors tu parlais qu'on avait un boulevard, là on est sur Sakakini. On arrive sur l'autoroute pour monter Lyon et Paris. Donc voilà, il ne faut pas être non plus... Alors après... attention au radar, quoi. Il y a des équipes, je ne sais pas si elles apparaissaient dans le classement, tu peux remettre le classement. Il y a Nantes aussi qui est derrière. Voilà, il y a une équipe qui apparaît plus, c'est Lyon par exemple. Tu vois. Lyon, ils sont à 12 points. Ils sont même pas... En fait, si tu mets les 2 tableaux, ils sont à la même hauteur que l'OM, dans la deuxième colonne. Il y a Monaco. Monaco a gagné, mais il reste à 10 points. Alors messieurs, qu'est-ce qui peut empêcher l'OM aujourd'hui de finir sur le podium selon vous? Johnny, tu les vois chuter de ce podium quand tu regardes ce classement? Non, je pense pas. Maintenant, la saison, on est à mi-saison, c'est encore compliqué. Je sais qu'il y a des matchs encore compliqués à l'extérieur. Et puis le football, les blessures. Il suffit que tu perdes 1 ou 2 joueurs cadres de ton équipe, ça peut être bancal derrière, quoi. Donc c'est là, le danger, je pense que c'est là. Ce qui avait été le cas quand Payet a été suspendu et Camara. Voilà. C'est vrai que si on... Eh oui, 4 matchs, on a gagné combien de points en 4 matchs, Nico? Je crois qu'on avait pris 3 points, même pas en 12 points. Donc ça va très vite. C'est pour ça que la méfiance, c'est les blessures, comme dit Johnny, les suspensions, mais aussi la période de transfert. Qu'on reviendra un petit peu plus tard. Parce que si on perd des joueurs qu'on n'en récupère pas, le déséquilibre de l'équipe avec l'ambiance qu'il y a actuellement, c'est compliqué la période d'hiver. C'est vraiment... et puis bon, repartir sur des bonnes bases. Quand il y a une mini-trêve, en fait, c'est 12 jours là qu'il y aura avant de repartir. Vous pensez que la dynamique, elle peut se casser, sincèrement, quand on voit ce que... On ne sait pas. Enfin, l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe, la dynamique aussi... C'est déjà un point fort, l'état d'esprit. Oui. Pour une équipe, c'est un point fort. On peut se poser la question, pourquoi... les vacances arrivent un peu au mauvais moment, je trouve. Nous, ça nous fait du bien. On est content de les prendre. Pour eux qui sont sur une bonne dynamique. Mais eux, sur la bonne dynamique, ça va freiner. Donc, il va certainement, bien sûr, y avoir un travail de l'adaptation derrière, un travail physique. On sort des fêtes, donc les joueurs font les fêtes également. Les terrains sont plus les mêmes, le froid va arriver. Il y a cette période aussi, effectivement, comme tu as dit, Jean-Charles, de transfert. Il y a des garçons qui peuvent arriver, qui peuvent partir. Tout ça, c'est dans la tête de tout le monde, ça trotte aussi. Nico, est-ce que toi tu es confiant pour cette deuxième partie de saison? Plus confiant que Jean-Charles par exemple? Non mais Jean-Charles il est aussi confiant. Il faut toujours se méfier d'une seconde partie de saison. Après l'OM ils sont costauds, c'est un beau deuxième, c'est un solide deuxième. Et je pense que si l'OM continue à avoir ces performances-là, il n'y a pas de raison qu'ils perdent cette place-là. Parce que les concurrents sont un peu irréguliers. On l'a vu avec Lille qui peut faire des perfs mais qui a du mal sur la longueur à enchaîner les victoires. Et moi je ne vois pas Rennes non plus être constant jusqu'au bout. Après le problème de l'OM cette saison c'est l'effectif qui est court. On l'a vu, le banc est très léger. Si tu perds 1 ou 2 joueurs clés, on disait Payet, mais un Alvaro, même un Mandanda, est-ce que Pelé il tiendrait toute une fin de saison comme au niveau de Mandanda? Parce que Mandanda il t'a fait gagner plein de points déjà pour la partie de saison. T'as des secteurs clés comme ça, et si tu perds un joueur, un Benedetto, Germain il ne peut pas jouer seul en pointe, t'as plus d'attaquant du coup, et c'est compliqué tout ça. Donc ça pour moi c'est le petit bémol qui peut faire pencher la balance du côté négatif, mais sinon, s'il n'y a pas trop de blessés, pas trop de suspendus, et si l'OM garde cet état d'esprit, il n'y a pas de raison qu'ils perdent leur place de second. Est-ce que le calendrier, tu en parlais un petit peu, ça peut aussi être compliqué, vraiment, compliqué.
On sait que l'OM va se déplacer chez tous les gros quasiment. 6 gros, je crois. Et il y a ce match. Il n'y a pas Rennes qui arrive. C'est le premier match. Qui est le premier match de la reprise. Celui-là va être déterminant. Celui-là, c'est quasiment si tu le gagnes. Si tu le gagnes, je pense que là, c'est même plus. C'est pas un boulevard, c'est l'avenue Champs-Élysées. Non, mais disons que symboliquement, le lancement de cette deuxième partie de championnat, tu viens gagner là-bas, waouh, c'est. Même un nul, tu fais un nul à Rennes, déjà. Tu maintiens ton écart. Mais Rennes peut revenir à 2 points. Oui, Rennes peut si tu les bats, tu refais cet écart. Les crocos vont se réveiller aussi. Oui, je pense aussi. Tu vois, on a peut-être une autre inspiration, nous, en tant qu'anciens, parce que les reprises sont toujours délicates, on ne sait jamais comment ça repart. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est la bûche? Il se passe quoi? Non, mais c'est que quand tu fais une coupure, quand tu es sur une dynamique de victoire et que tu t'arrêtes comme ça, tu dis oh putain, on aurait dû continuer ici et là. Bon, après tu t'en vas un peu en vacances, c'est normal pas que tu fasses la fête, mais que tu profites un petit peu de tes jours de repos, que tu reviennes et que tu reprennes tes séances d'entraînement, que tu es un petit peu moins bien, qu'il y a des blessures, ou que tu sens des petites douleurs, ou que le groupe n'a pas tout repris. Parce que là, en fait, ce qui fait la force, c'est la mayonnaise, c'est que tout le monde a bien repris en même temps, a adhéré à ce que dit Villas-Boas, et surtout qu'en majorité, tout le monde a, je dirais, quand il y avait un joueur qui était en délicatesse, le partenaire complétait un petit peu comblait un petit peu le déficit de ce joueur-là. Et à la reprise, si tu en as 3 ou 4 dans une équipe un peu comme ça, c'est un déséquilibre. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Et puis bon, les départs, le mercato... La trêve, je ne sais pas ce qu'ils ont comme trêve. Ils sont pas grand-chose, hein. Ils n'ont pas grand-chose, de trêve. Non. Après, l'avantage, c'est qu'on a... 10 jours. 8-10 jours. De toute façon, le premier match, c'est le 5. Ils jouent le 5 en Coupe de France. Mais l'avantage, c'est que... Non, ils ont moins que ça, je dis n'importe quoi. Ils ont moins de 10 jours, ils reprennent le 26, non? Non. Le 27, ils reprennent. Le 27. Ils reprennent le 27 à 17h. Voilà, ça c'est de l'information fiable. Bon, déjà, personne ne pourra commencer à raconter n'importe quoi. Si tout le monde arrive à l'heure. Déjà, si tout le monde arrive à partir sur l'avion. Oui. Est-ce que Payet va partir en réunion? Tu as des anecdotes, toi, de joueurs qui rentrent? Ah oui, j'en ai connu qui sont arrivés 3-4 jours après parce que l'avion, soi-disant, il manquait. Il n'y a pas de carburant. Ils ont prolongé un peu leurs vacances. Non, c'est comme ça. C'est les Brésiliens, ça, les Africains. On a un Argentin cette année. C'est vrai. Mais après, on est confiant quand même. Tu as quand même 5 points sur Rennes. Oui, voilà. Bon, comme tu dis, après le premier match de reprise dans le championnat, c'est à Rennes. Bon. Donc ça aussi, ça va être. On repose la question, est-ce que Lyon, pour eux, c'est mort? 12 points, vous ne les voyez pas maintenant revenir dans cette course? Ils sont même plus dans la première partie de classement. Ils sont pour moi, en restant avec l'effectif qu'ils ont et ces 2 graves blessures qu'ils ont eues, non, ils reviendront pas. Maintenant, avec les noms qui citent, est capable de faire un recrutement conséquent pour vite remonter. Lemar a déjà dit non. Ouais, mais bon, si tu envoies le chèque, il va venir. C'est comme tout le monde dit non. Dès que tu envoies un chèque un peu plus long, je suis présent, je reviens. C'est pareil, même s'ils reviennent, ils sont quand même à 12 points de l'OM. Oui, déjà. C'est ça veut dire que l'OM doit perdre ses matchs et que Lyon doit se mettre à tout gagner. Ça fait un peu long. Non, le plus grand danger, c'est nous. En fait, c'est nous-mêmes. Le plus grand danger, c'est nous-mêmes. C'est nous de reprendre un bon départ et d'avoir cette confiance qu'on a depuis un certain nombre de temps. Nico, Lyon ou même Monaco? Alors c'est pas pareil. Lyon, ils ont un autre désavantage, c'est qu'ils ont Rudy Garcia qui normalement performe la première année. Dès qu'il arrive, en général, il fait une première année hallucinante. Et là, ça a du mal à prendre. Donc là, c'est un peu compliqué pour lui. Alors que Monaco, c'est autre chose. Monaco, ils ont une attaque de fou. Et je pense que Monaco, ils peuvent marquer beaucoup de buts à tout le monde comme ils l'ont fait face à Lille le week-end dernier. Par contre, défensivement, s'ils de merde. S'ils recrutent pas cet hiver, Monaco, on ne pourra pas compter sur eux parce que c'est trop friable, c'est incroyable. Ils peuvent prendre des buts à tout moment. Donc là, il y a Leandro Jardim, mais il est un peu sur un siège éjectable. Un peu et a priori, ils ont déjà essayé, ils ont consulté Gallardo, Laurent Blanc. Donc peut-être qu'on va trouver Franck Passiès qui va retrouver un poste rapidement. Mais si Loulou va là-bas, je pense que Franck ira avec lui, puisque... Il aura fait un aller-retour, c'est bien parce que Jardim il aura pris échec, il aura encaissé le deuxième chèque. Si Franck a pris échec, il reprendra un deuxième chèque aussi. Alors, on va parler aussi de Paris, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de Paris quand même. Quoi, les paris sportifs ou non, Paris qui est très loin. Alors, l'OM, ce qui est quand même hallucinant cette saison, c'est que l'OM a un rythme quasiment de champion au niveau comptable.
il y a 38 points, c'est ça si je ne me trompe pas. Ouais. On remet le classement un petit coup. Il y a 38 points. Et il y a 38, 45, ça fait combien ça 7 points. Un match en moins, Paris. 7 points face à Monaco. Un match en moins. Face à Donc Monaco. on est potentiellement à 9 points de Paris. C'est quand même un truc de dingue. Non, ce championnat, c'est quand même problématique, non, de dire que l'OM, qui a un rythme de champion, se retrouve presque à 9 points de Paris. C'est devenu injouable, vraiment injouable, comme le dit Villas-Boas. Pour toi, ce championnat, l'OM ne pourra plus le gagner, quoi, en gros. Je pense pas que l'OM puisse aller chercher l'OM et qui que ce soit d'ailleurs. Le PSG au jour d'aujourd'hui avec le Qatar, l'effectif, l'argent, oui, puis effectivement surtout l'effectif, c'est costaud. Même s'il y a la Champions League qui va arriver, on sait qu'ils laissent des plumes un peu un championnat à cette période-là. Ils ont quand même un banc derrière qui fait qu'à tout moment ils peuvent gagner tous leurs matchs, quoi. Ouais. Surtout que ça commence à tourner là, parce qu'ils ont eu un début de saison difficile, et là il est passé en 4-4-2 avec Neymar, Mbappé devant, avec Icardi et Di Maria. Les mecs font les efforts défensifs. Là je crois que Neymar c'est le mec qui a récupéré le plus de ballons lors du dernier match du PSG. Donc ça montre quand même au niveau état d'esprit, il y a eu quelque chose qui a changé. Faut pas qu'il aille au Brésil non plus. Non, oui, part en vacances au Brésil, c'est bon. Non, Neymar, il y a le carnaval et l'anniversaire de sa sœur. On sait que c'est le moment clé dans la saison du PSG. Mais au-delà de ça, je pense que si Tourelle il arrive à faire défendre ses stars, là le PSG ils vont devenir injouables. Vraiment, vraiment. Après, la stat qui est intéressante par rapport à l'OM et le PSG, c'est que c'est le même nombre de défaites, les deux clubs. Ouais. D'accord. Mais bon, ce qui est quand même emmerdant, c'est de te dire que voilà, tu commences le championnat, tu sais que tu joues pas le titre, tu joues la deuxième place. Pour le moment, c'est ça. Même quand on est joueur à l'Olympique de Marseille, quand on est joueur, tu finis second, je veux dire, tu as un Champions League. Tu es champion. À l'année d'après, tu peux peut-être voir, tu es champion. Je te dis. Du deuxième championnat. Ouais, mais t'es pas champion, quoi. Ouais, tu peux grimper aussi. C'est normal. Être un champion pour un joueur, quand même, c'est. Mais t'imagines l'effectif, quoi, tu vois. Quand tu vois que Cavani, même pas il est sur la feuille de match. Il est même pas sur la feuille de match, quoi. Mais après, faut savoir ce que l'OM recherche également pour ses supporters, pour tout le monde. Si l'OM est en Champions League l'année prochaine, je veux dire, c'est une victoire pour tout le monde. Alors certes, on aimerait tous que l'OM soit champion, mais on sait très bien qu'avec le PSG, au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. Pour n'importe quelle équipe du championnat français. Même sur des confrontations directes, parce que ça fait on compte même plus. C'est comme maintenant là, le match retour de novembre, ça sera autre chose. Quand Villas-Boas dit c'est injouable, c'est pas notre championnat. Non mais ça il a dit au match aller. Oui, ça lui dit au match aller, le match retour, ça va pas pareil. C'est sûr que si on les prenait là, si l'OM les prenait là dans cette dynamique-là, peut-être ce serait un autre match. Avec tout son effectif, avec l'ambiance, il y a tout le reste. Ils auraient encore des points d'avance. Oui, non mais sans parler. Non mais je pense qu'il y a un problème par rapport aux oppositions directes, c'est que le PSG ces matchs-là il les joue à 100%. Et le fait qu'il les joue à 100%, il te laisse peu de marge de manœuvre. Alors qu'ils peuvent perdre contre un Dijon ou un Rennes parce qu'ils vont prendre le match un peu facile et ils se retrouvent un peu coincés à un moment donné, menés au score et ils courent après le score et ils sont mal. Alors que l'OM, il rentre dans les matchs, il lâche rien, quoi. C'est ça la différence. Moi j'ai l'impression aussi que les adversaires pensent que c'est entre guillemets plus facile contre l'OM que le PSG. J'ai l'impression qu'ils sont le PSG, c'est acquis, on sait qu'on a perdu. Voilà. Alors que l'OM, déjà, la faveur c'est autre chose. Et puis ils se disent, si on a peut-être plus de chances de battre l'OM que de battre le PSG. Ah oui, ça c'est sûr. Oui et non. Sur un match 90 minutes, tu peux peut-être faire. On a encore cette image, l'OM a encore cette image là de pouvoir être battu par n'importe qui. Et, que n'a pas le PSG. En fait, là, sincèrement, je pense que le discours de Villas-Boas, notamment sur le match retour ici à Marseille, face au PSG, ne sera pas le même. Il ne sera pas du tout le même. Si tu repars sur une dynamique comme ça, même les joueurs, on parle souvent de motivation, tu sais tout le temps motivé. Tu as tout essayé. Non, tu n'as pas tout essayé. Essayer d'être ultra motivé, mettre des coups, jouer défensif, attaquer, faire du pressing. Il faut la jouer comment cette équipe? Ouais, mais il faut là, tu es tes qualités à toi, c'est tout. Avec tes qualités, pourquoi ils se sont fait battre 3 fois? Tu ne peux pas les battre, toi? Oui. Notamment au Vélodrome, avec l'ambiance qu'il y a actuellement, avec les supporters qu'il y a aujourd'hui, c'est tout autre chose. Tu as failli les battre à l'époque avec Thauvin il n'y a pas longtemps, le 2-2 avec le but de Cavani. Qu'est-ce qu'il faut faire, Johnny, pour battre cette équipe selon toi? Comme il a dit Taillot. Quelque part, il n'a pas tort. C'est vrai que moi j'en ai fait quelques-uns. Je suis peut-être mal placé pour en parler parce que j'en ai perdu 9. J'en ai pas gagné. C'est vrai que toi tu étais à une époque aussi où. Ces années Ronaldinho. Il y avait Ronaldinho. C'était compliqué. Mais
Il y a trop de respect au jour d'aujourd'hui. Il y a trop de respect. C'est parce qu'on a Neymar en face, on n'est pas. Non, il faut lever un peu. Faut lever. Faut mettre. Je dis pas qu'il faut jouer, mettre que des coups parce que c'est très compliqué maintenant pour jouer parce qu'il y a la vidéo, il y a la VAR. Tu es fliqué. Il faut le faire intelligemment. Quoi. Mais si tu mets un impact physique, ces joueurs-là, c'est Neymar et compagnie, ils n'ont pas envie de prendre des coups. Ils n'ont pas envie d'être blessés. Ils ont des objectifs. Donc moi, je pense qu'il faut certes jouer ton jeu comme a dit Jean-Charles, mais il faut aussi mettre pas mal de pressing et pas mal de coups aussi. Est-ce qu'ils sont pas surprotégés aujourd'hui ces joueurs? À chaque fois que tu les touches, tu te fais. Après, tu vas te prendre 1, 2, 3 cartons. Tu sais que tu vas te faire réprimander la première fois. Ne le manque pas la première fois. Ouais, voilà. Non, mais il a raison. Ce qu'il dit, c'est ce que disait Taïtaïo. De toute manière, de toute façon, Johnny, c'est comme ça que ça se passe. Et ça se passera tout le temps comme ça, même s'il y a les caméras aujourd'hui. Si dans ton premier contre, tu y fais mal, même si tu prends une carte jaune. Attends, là on parle en tant que défenseur. Mais quand il dit faire mal, c'est pas blessé. Non, c'est pas le blessé, c'est pas le. Mais en fait, qui respire, tu vois, tu sens que tu es là, tu vois. Un coup tu tapes toi, un coup il tape l'autre, un coup il va taper l'autre. Au bout de la 3e ou 4e fois, il va dire, tu sais quoi, je vais aller jouer de l'autre côté là-bas. Ou alors, je demande au coach, j'ai un peu mal, je sors. Non mais ça fait partie du jeu, ça. Ça fait partie du jeu, sauf qu'aujourd'hui, les arbitres. C'est plus difficile. Mais les arbitres, ils sont autant jugés. Laisse moins jouer. Mais les arbitres, ils te laissent pas mettre autant de coups. Mais je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis, le premier il faut que ça change. Le premier est important. Tu sais, des fois, tu mets pas de coups. Mais ne serait-ce que de marcher fort. Par exemple. Je n'aurais pas envie de donner des indices, en fait. Parce qu'il y a des petits indices, quand même. Ne serait-ce que de mettre le pied sur le tendon de l'adversaire. Johnny, je n'ai connu ça. Il leur apprend ça. J'ai eu un coach à mes débuts. Mais arrêtez, on se cache derrière quoi, là? J'ai eu un coach à mes débuts, il m'a dit, écoute, petit, il m'a dit, un joueur qui va vite, comment tu fais pour qu'il aille moins vite? Alors, moi, j'étais jeune. Je coupe la jambe. Je lui dis, je sais pas. Mais il m'a dit, sur une jambe, il va moins vite. Et moi, on m'a toujours dit. C'est vrai. Et moi, j'ai eu la chance. Tu as dit le mot béquille. J'ai eu la chance, moi. En pro, on me l'avait dit, notamment avec les Jean Tigana, les Giresse, tout ça, les René Girard. René, moi, Jean-Charles, tu sais quoi? C'est mon formateur, moi, René. Ah oui, René, t'imagines? René, Franck Kézi. Ah oui, il me disait, tu sais. Dans le football, il vaut mieux être le boucher que le veau. C'est-à-dire qu'il faut que tu rentres, tu le Eh oui, non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Sauf, encore une fois. Si tu changes ton jeu, en fait, si tu es agressif, que tu changes ton jeu. Tu sors, la première fois, tu te sors un rouge, tu sors. Non, aujourd'hui. Il y a des fautes intelligentes quand même. Mais bien sûr. Tu peux faire mal en étant intelligent. Mais putain, mais tu es là au duel. Tu parles le ballon. Le coup de là. Le ballon. Ça fait partie du jeu. Tu l'envoies ça fait partie du jeu. Tu te sers de tes. Eh oui. Alors tu joues en dedans. Déjà, tu joues en dedans de tes moyens. Ça veut dire que tu vas perdre en efficacité. Parce que si tu es en dedans, toi. Après, il faut les attraper. Voilà, c'est ça. Après, il faut les attraper. Parce que souvent, tu es très très loin du ballon. Allez, on va s'arrêter là. Allez, on va s'arrêter là sur ce débat et on va parler maintenant mercato. Car il y a eu des informations très intéressantes sur le mercato du journal L'Équipe. On en parle tout de suite, c'est le gros débat. Le gros débat mercato. Et ouais, je sens qu'on a encore envie de parler de. On a envie de mettre des tampons. Ouais, FC Boucher, quoi. Et non, on va parler mercato. Pourquoi? Parce que le journal L'Équipe sort un papier aujourd'hui sur le mercato et parle notamment de l'Olympique de Marseille. Comme d'hab. Et parle de Franck McCourt, de ses intentions pour le prochain mercato. Et donc je cite L'Équipe, le mot d'ordre du propriétaire américain de l'OM est limpide. Toute offre pour un joueur marseillais sera étudiée lors de ce mercato hivernal. Il n'y a pas d'élément intransférable dans l'effectif, à l'exception peut-être de Dimitri Payet. Voilà, donc c'est dit. Est-ce que ça vous inquiète, ça Un peu quand même, non? Ben oui, je veux dire, tu es sur une dynamique de victoire, tu es deuxième au classement, tu es aujourd'hui qualifié pour la Ligue des Champions, et tu te dis, si tu pars tes meilleurs éléments, là, oui, ça m'inquiète vraiment. Ça m'inquiète vraiment qu'on tienne un discours comme ça, en fait. C'est pour moi pas logique vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des abonnés, vis-à-vis des passionnés de l'Olympique de Marseille, parce qu'on a tellement souffert ces dernières années pour revenir au meilleur niveau sur le devant de la scène, qu'on te dit au mercato, on risque de perdre des joueurs s'il y a des demandes. Là, j'ai presque envie de pleurer, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, là, c'est pas le Papa Noël qui passe, là, c'est la sorcière qui vole au-dessus de notre tête. C'est bon, tu vas pas perdre toute ton équipe. Donc. Ouais, mais tu en perds deux. Après, si tu en perds deux. Attends, Jean-Charles, il a dit... Les offres seront étudiées. Ça ne veut pas dire qu'il va les accepter. Ouais. Et je pense que s'il y a des joueurs qui partent, ça ne sera pas des titulaires, genre Sanson,
Benedetto. Attends. Ou alors faut qu'il y ait un énorme chèque. Et si Sanson s'en va, il sera remplacé. Il sera remplacé. Villas-Boas, il a déjà expliqué. Là, tu dis prenez-le. Non, mais c'est pas pareil. Parce que quel joueur, parce qu'aujourd'hui, la situation économique, on l'a dit dans une précédente émission il n'y a pas longtemps, si la situation sportive est bonne, très bonne, la situation économique, elle reste la même par rapport à cet été. C'est-à-dire ça n'a pas changé. Oui. L'OM est dans une situation très difficile financièrement. Salarial trop élevé. C'est pourquoi Franck McCourt, lui, n'a pas changé son fusil d'épaule et se dit on étudiera toutes les propositions parce qu'il y a un trou à combler c'est pas là qu'il faut étudier. Financièrement. Donc, Johnny, toi, dans cet effectif-là, est-ce qu'il y a des joueurs, tu penses, qui peuvent rapporter de l'argent à l'OM sans pour autant, c'est la difficulté, sans pour autant affaiblir trop l'équipe de Villas-Boas? Moi j'en vois un, alors je vais pas inventer, j'en vois un. Au jour d'aujourd'hui, l'équipe tourne bien. Et il y a une valeur marchande qui est importante avec Thauvin. Thauvin n'est pas présent au jour d'aujourd'hui et l'équipe elle marche. Donc s'il y en a un éventuellement avant de faire une plus-value, peut-être, je dis bien peut-être, après c'est pas moi. Un joueur blessé. Mais bon, il est quand même coté. Il a quand même une certaine. Non, mais sa cote elle est. Ouais, mais peut-être que des clubs aimeraient bien avoir Thauvin et c'est peut-être le seul joueur. Après, moi, les autres, tu fais partir tous ces joueurs cadres, ça va être compliqué pour l'OM derrière, quoi. Ouais. Imagine, tu fais partir ou Payet, ou Camara, ou Benedetto. Non, mais attends, mais ça, je pense. Après, il y a un transfert. Ou Sanson, ou Rongier. Tu te retrouves avec quoi? Après. Donc moi, je ne le vois pas comme ça, là, en fait. Dans ce qui est dit, on parle, personne n'est intransférable, mais il y a quand même des joueurs, on a dit, voilà, Payet, il y a a priori, alors, parle-moi des remplaçants. Non, mais ça ne sera pas des remplaçants. Si c'est pour vendre Certic, tu vois. Non, c'est pour vendre Germain. Oui, parce que tu vas le vendre. C'est pas une critique, mais aujourd'hui, il joue beaucoup moins. C'est pour vendre le petit Lopez, qui joue beaucoup moins. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça, là, c'est autre chose. Tu diminues pas ton effectif, parce qu'ils vont recruter derrière. Et voilà, tu vas donner du sang neuf en fait. Lopez, ça serait pas dommage de vendre Maxime Lopez aujourd'hui? Il est sous contrat jusqu'en 2021. Donc puis c'est un joueur formé au club. Donc je trouve dommage effectivement d'avoir une formation. Et je pense que l'OM se donne du mal au jour d'aujourd'hui avec la formation. Et ils sont repartis sur d'autres bases. Et puis tu vends un joueur formé. Ou alors il faut que tu le vendes pour vraiment gagner beaucoup d'argent. Et que tes caisses, et à quel prix caisse. Et à quel prix. Mais faut quand même éviter de perdre du monde, au moins là pour cette période hivernale. Bon, maintenant, si tu arrives à vendre des joueurs qui jouent beaucoup moins, je suis d'accord. Mais pour moi, le Père Noël, il faudrait que ce soit McCourt, qui me mette la main à la poche. Il peut plus. Mais dis-moi, tu as pris l'Olympique de Marseille. Non, mais tu n'as pas acheté la Bédou, tu viens d'acheter l'Olympique de Marseille. Non, mais après, tu as aussi les contraintes du fair play financier. Et mets la main à la poche, quelle contrainte. Mets la main à la poche. Non, mais Jean-Charles, McCourt, il avait dit qu'il mettrait 200 millions, il a mis 200 millions. Tu peux pas lui en vouloir par rapport à ça. Aujourd'hui, tu peux passer à côté d'une Ligue des Champions. Mais non, attends. Oui. Non, mais l'histoire, ils vont pas liquider l'effectif. Villas-Boas, il le répète depuis le début, il dit « Moi, je veux pas que mon groupe il change, quitte à pas avoir de recrues. » Donc, je pense que l'objectif du coach, il est là. Le coach, il est écouté, je pense, dans ce club, vu la réussite qu'il a depuis qu'il est arrivé. Donc, à moins d'une offre mirobolante pour Sanson, par exemple, voilà, il n'y aura pas de départ. La crainte, en fait. La seule crainte pour moi, c'est Sanson, parce que... Mais est-ce que Sanson, au final... Si tu fais une grosse plus-value, est-ce qu'il veut partir? Oui. Et lui, on va le remplacer dans cet effectif-là. Il y a Lopez qui peut. Non, mais d'accord, mais c'est pas le même profil. C'est pas le même profil. Mais est-ce que c'est un joueur vraiment. Ça pourrait vraiment déstabiliser cette équipe, selon toi, Johnny? Si on perd Sanson là, avec les joueurs que constitue l'équipe de l'Olympique de Marseille, Sanson est un joueur cadre de cette équipe-là. Pièce maîtresse, oui, avec Rongier, avec tous ceux qui sont. Ah oui, non, c'est. Après oui, peut-être que le petit Lopez, moi j'aime beaucoup le petit Lopez, peut-être qu'il peut, mais bon, il n'a pas son expérience, il a un rendement moindre parce que il n'est pas titulaire tout le temps, il a des temps de jeu plutôt faibles par rapport à d'autres, donc c'est compliqué. Puis Lopez, il n'a pas le même style de jeu, là on voit bien que Villas-Boas, ce qu'il a mis en place, c'est un pressing haut avec de l'agressivité. Lopez, c'est plutôt un joueur qui aime bien avoir le ballon, faire tourner, faire jouer les autres, désaxer le bloc, etc. Donc Sanson, ça va bien avec Rongier parce que les deux sont agressifs, ils vont chercher des ballons dans les pieds, et ce duo-là, ça va être difficile de le casser. Mais puis moi, intelligence de jeu. À moins d'une offre mirobolante anglaise, je vois pas l'OM laisser partir Sanson, qui lui ne veut pas partir cet hiver. Il a clairement fait savoir en off. Et autre chose, le joueur
qui arrangerait le joueur que McCourt aimerait bien voir partir. On va pas se leurrer. Et que Hérault l'avait déjà dit cet été, c'est Strootman. Strootman, c'est 500 000 € par mois. C'est la masse salariale qui est compliquée. Est-ce qu'il s'est suffisamment relancé pour trouver un club? C'est ça il n'a pas été catastrophique. Ce salaire-là et pas un transfert énorme. Alors après, il peut être prêté aussi. Oui, pour économiser le salaire jusqu'à la fin de la saison. Ce qui est important, c'est de réduire ta masse salariale. Ça sert à quoi? Ça sert, tu recrutes un jeune à la place et ta masse salariale, tu enlèves 400 000 par mois. Mais on ne parle pas de lui à l'étranger, là? Pas sur l'économie-là qu'ils veulent faire. C'est pas des économies de salaire sur 6 mois. Attends, 6 mois, 500 000. Ça te permet, si tu le lâches, ça te permet d'en recruter peut-être un ou deux. Alors, juste sur l'effectif, on va terminer là-dessus, parce qu'il y a aussi des fins de contrat en 2021, avec quand même des joueurs importants de l'effectif. On parle de Thauvin, de Mandanda, de Lopez, d'Amavi et de Germain. Est-ce que là aussi, qui faut rapidement renouveler selon vous parmi ces joueurs-là? Thauvin, Mandanda. Il n'y a pas le petit Camara aussi? Lopez, Amavi et Germain. Camara, c'est 2022, je crois. 2022 Camara. Ou même plus, non? Non, ça va être dans ces eaux-là. On a parlé tout à l'heure de Thauvin. Thauvin, ça peut être un cas extrêmement délicat. Il avait déjà annoncé qu'il voulait apparemment partir. Oui. Donc, à la fin de saison, il lui restera 1 an de contrat. Il n'aura quasiment pas joué. Tu le prolonges ou tu le vends. J'ai lu ce matin sur un site qui disait que l'OM voulait faire prolonger. C'est l'équipe, c'est dans l'article de l'équipe. Ouais. Mais bon, pas ce salaire-là. Quand tu vas aller voir le joueur, tu dis je vais te faire prolonger, mais je te donne moins. Le joueur va te dire tu sais quoi, je reste à ce salaire-là et je partirai plus tard. Il y a cette crainte de voir ces joueurs-là partir libres. Alors, pour certains, c'est peut-être moins grave, mais pour un joueur comme Thauvin, si tu le laisses partir libre... Là, tu paies les conséquences qu'il y a 2-3 ans derrière. Tu comprends? Oui, non, mais c'est ça. Financièrement, oui. Non, mais après, tu as des questions à te poser, c'est quand même plein de choses différentes. Thauvin, c'est le cas le plus compliqué parce que, comme tu disais, Johnny, c'est un des joueurs les plus bankable de l'effectif. Donc lui, s'il ne vend pas cet été, ça va être compliqué. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il joue avant la fin de la saison. Donc ça, c'est autre chose. Après, tu as Lopez, jeune formé au club, qui joue plus beaucoup. Est-ce qu'il aura sa place ou pas? Parce que même pour lui, pour sa carrière, s'il joue plus, est-ce que lui, c'est l'intérêt de rester jouer? Lui, c'est pareil. Dans ce cas-là, il peut aussi partir. S'il y a un club espagnol, ça peut être bien pour lui. Amavi, il s'est relancé. Alors, est-ce qu'Amavi, du coup, on peut anticiper le fait de lui faire une prolongation de contrat? C'est une question. Parce que peut-être que lui, il ne sera pas non plus ultra gourmand en termes de salaire. Et après, t'avais qui? T'as Germain. Germain, clairement, je pense que là, il n'a pas le profil avec le jeu de Villas-Boas. Donc Germain, il faut qu'il parte cet été, clairement. Mais Germain, de toute façon, c'est l'opportunité. De lui-même, il partira. Oui, parce que c'est sûr. Mais ça risque de jouer énormément sur le futur mercato. Ça veut dire qu'il va falloir renouveler tous ces postes-là. Renouvellement de contrat. Parce que si tu les renouvelles, tu auras aussi beaucoup moins de marge de manœuvre. Tu ne vas pas en renouveler beaucoup là-dessus. Pour le recrutement. Beaucoup. Mandanda. Tu ne renouvelles pas Mandanda avec ce qu'il montre aujourd'hui? Après, voilà, c'est l'état d'esprit, c'est la discussion entre lui et l'échange qu'il a. Il lui restera 1 an, tu auras le temps de le faire plus tard, ça. Mandanda, il aura 36 ans. Je suis pas sûr que ce soit un garçon qui veuille vraiment partir. Non. Tu pourras discuter plus tard avec Mandanda. C'est d'autres cas qu'il faut régler plus tôt. Ok. Allez, messieurs, on s'arrête là pour la partie mercato et on va terminer cette émission avec une interview. Voilà, l'interview en plus, c'est maintenant. L'interview en plus, c'est avec Johnny Hekker. Johnny Hekker qui est avec nous et qui a passé quand même 3 saisons à l'Olympique de Marseille. C'est ça. Je me trompe pas? C'est ça. De 2002 à 2005. Oui. Donc on va parler de ton passage à l'Olympique de Marseille. Oui. Ton meilleur souvenir sur ces 3 saisons, c'est quoi? Alors moi j'ai tendance à dire que mes meilleurs souvenirs c'est toute ma carrière en général parce que c'était déjà du bonheur de pouvoir être professionnel et en plus signer à l'Olympique de Marseille c'était un rêve. Après les souvenirs, il y a des flashs, comme ça quand le premier match que j'ai pu jouer au Vélodrome avec ce stade plein, j'en étais supporter et j'en faisais. Je venais d'ailleurs au stade en stop avec mon meilleur ami et se retrouver sur le terrain avec tout le monde, c'était déjà un superbe souvenir. Ensuite il y a cette finale, il y a cette coupe la Champions League. Il y a pas mal de flashs comme ça qui ressortent et qui
qui donne beaucoup de plaisir à repenser à tout ça. Parce que c'est vrai qu'à cette époque, on pense beaucoup à cette finale de Coupe d'Europe et ce parcours avec ces matchs au Vélodrome, où il y avait une ambiance... une ambiance exceptionnelle. On en reparle encore avec pas mal de personnes. On parle du match de Newcastle et puis il revient souvent un nom. C'est Didier Drogba, quoi. Voilà, j'ai eu la chance, le bonheur et la fierté d'avoir pu connaître cet homme-là et ce joueur-là. Donc, c'était vraiment quelqu'un. Alors que c'était pas la star à l'époque, c'est Mido qui est signé. C'était Mido, effectivement. Et Mido, il était comment alors? Mido était certes une star, jaune. Mais là, il était adorable. Ouais, c'était un gamin. Ah ouais, c'est vrai. Pourtant, c'était une grande star en Égypte et dans le football en général. Et puis voilà. Puis je pense que Didier, quand il est arrivé sur la pointe des pieds, a montré tout son potentiel sur le terrain. Lui, il ne s'est pas posé de questions. Était vraiment là pour le football et puis il a pris le dessus sur Mido et peut-être que Mido à un moment donné a une petite part de jalousie qui a fait qu'il n'était plus du tout dedans et puis voilà. Puis bon, après il n'y avait pas eu photo du tout entre Mido et Didier Drogba parce que Mido est un bon joueur. Au final Mido il n'a pas fait une carrière folle derrière. Non. Il était en Angleterre je crois. Oui, il a fait l'Italie, l'Angleterre. Ton pire souvenir à l'OM Mon pire souvenir, alors il y en a quelques-unes. Déjà, c'est les blessures. Je pense que pour un footballeur, un sportif, c'est les blessures. Ensuite, cette élimination en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco, où je me voyais peut-être déjà au Stade de France avec l'Olympique de Marseille et jouer une finale. Et puis, on perd 1-0, je crois, à toute fin, but de Dado Perso, si je ne me trompe pas. Et ça m'a vraiment mis un coup derrière la tête. Et d'ailleurs, c'est là un peu où j'ai un peu pété les plombs, je devrais dire, où je me suis dit merde, je n'ai jamais gagné un titre avec l'Olympique de Marseille. Et je l'ai mal vécu, je l'ai mal vécu. Mais péter les plombs, c'est-à-dire j'ai pété les plombs, sur le terrain. Après, j'étais plus le même non plus. En fait, j'avais l'impression d'avoir perdu tout mon football. Et j'ai eu une certaine période de réadaptation et les amis qui étaient là m'ont remis un peu dans le droit chemin et puis j'ai repris petit à petit peu. C'était une très 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 grosse déception pour moi de perdre ce match-là. Ah d'accord. Le coach, parce que tu as eu 3 coachs à l'Olympique de Marseille, c'est lequel qui t'a le plus marqué? Alors, je vais les citer, c'est Perrin, José Anigo et Philippe Troussier. Le plus marqué. Philippe Troussier. Non, oui, il m'a marqué, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, c'est Alain Perrin qui m'a fait venir. José, j'ai apprécié. L'homme, Troussier, on n'en parlera pas. Je veux dire Alain Perrin, quoi. Alain Perrin, sous l'ère Alain Perrin, c'est là où j'ai joué peut-être mon meilleur football et que j'ai pu exprimer toutes mes qualités. Pourquoi on n'en parle pas de Troussier? Il avait quoi de si particulier? C'était déjà, il fallait qu'il vienne aux entraînements. Déjà d'une part. Et puis non, c'est quelqu'un qui... quoi. Ça passait pas. Ça passait pas. Son discours passait pas. C'était quelqu'un de très, très prétentieux. Quelqu'un qui était... c'était... Ça passait pas du tout. En fait, il entraînait l'OM comme il entraînait les équipes nationales, c'est-à-dire qu'il était jamais là. C'est ça. Il avait le Japon. On regardait des vidéos tactiquement. On aurait dit des robots, quoi. Les Japonais, c'est quelqu'un de très discipliné. Et puis après, il nous a, je me rappelle, nos défenseurs, ils nous demandaient de faire certaines choses que toute notre carrière, ça n'avait rien à voir avec ça. Et c'était très dur. C'était très dur. Et puis à un moment donné, et puis quand ça allait pas, alors. On peut parler d'anecdotes ou pas. Et c'est quelqu'un qui prenait 18 joueurs. Tous les week-ends, il prenait 18 joueurs. On partait à 18. Et il prenait comme défenseur sur le banc. Donc, j'étais pas celui qui était tout le temps sur le banc, mais je faisais tous les déplacements. Et à un moment donné, il y a le petit... Pour moi, c'était le petit Tai Taiwo. Il arrivait. Il arrivait au club. Et puis, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est on va à Saint-Étienne, il neige, ce fameux match Unakata. Je dois jouer le match, je le joue pas, j'ai toujours respecté les choix d'entraîneur. Et puis sous la neige, dans les tribunes, on se gelait. Fabien qui se blesse avant l'échauffement, c'est Cédric Carasso qui joue. Et puis, on s'est gelé. Et le lendemain, je suis allé voir le coach, Philippe Troussier. J'ai dit, écoutez, coach, moi, tous les stades, je les connais. J'ai dit maintenant pour moi c'est terminé, il me reste 3 mois. J'ai dit on va s'arrêter là. Je ne vais pas re-signer, vous n'allez pas me faire re-signer, alors on va se serrer la main et puis prenez le petit Taïwo, il va être content de visiter tous les stades lui. Il arrive. Oui là il m'a ça a été très dur. Il n'a pas accepté. Pas la vérité, en fait. Ils n'aiment pas la vérité. Il n'accepte pas que lui me prenne 18e, que moi c'était j'avais plus la tête à ça, c'était terminé, que je reste avec ma famille plutôt que d'aller faire 18e dans les tribunes à me geler. Et c'est peut-être pas bien, attention, je ne dis pas que j'ai fait les bonnes choses.
Et puis il m'a écouté quand même, parce qu'après le petit Taïwo est allé. Et puis il a débuté comme ça. Et puis il m'a fait un peu la misère. Et puis je remercie d'ailleurs là maintenant Pape qui lui m'a soutenu et a fait tout pour que il me laisse tranquille et que je finisse mes 3 derniers mois tranquille. Ouais. Voilà, donc ça c'est des anecdotes, mais ça c'est des... Il y a quand même, il y a quand même un beau souvenir qui va t'expliquer à Madrid. Avec Ronaldo. Faut que tu l'expliques celui-là. Ah bah oui. Oui. En fait, on joue au Champions League à Bernabéu. Et puis à la mi-temps, je me fais interviewer par Canal. Et puis juste à côté, il y a Ronaldo qui se fait interviewer par Canal également, espagnol. Et puis voilà, puis on finit en même temps l'interview. Et moi, je sais que le coach Alain Perrin ne voulait pas qu'on change les maillots à la mi-temps, quoi. Donc moi, je change pas les maillots. En plus, moi, je l'ai donné de suite à tout le monde. Et Ronaldo, on se croise, donc il me tape comme ça, mais moi, il me fait « change de maillot ». Waouh, alors dans ma tête, j'ai dit quoi ? D'un côté, j'ai Alain Perrin, il va me tuer si je rentre à la mi-temps, enfin me tuer entre guillemets, voilà. Et puis Ronaldo, je veux dire, tu refuses pas Ronaldo. En plus, moi, je voyais déjà dans ma tête l'offrir déjà à mon meilleur ami, Et puis, bien sûr, on change le maillot. Voilà, je lui donne mon maillot, quoi. En plus, c'est lui qui me l'a demandé, quoi. Donc, c'est bien dit. Ça, c'est bien. Ronaldo et je rentre dans le vestiaire, mais je me fais tout petit. Et puis bon, c'est pas trop mal passé. Ça allait, j'ai eu le maillot de Ronaldo. Mais ça aurait été classe de lui mettre avant, quand même. Non. Mais qui tu es, toi? C'est bon. Mais moi, j'ai jamais mis un vin à qui que ce soit quand on m'a demandé mon maillot. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui ont demandé, pas parce que c'était Johnny Ecker, c'est parce que c'était le maillot de l'OM qui voulait. Là, c'est difficile de mettre le main. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Non, c'est le respect, on parle de respect là. Voilà. Et puis sur ce match-là, j'ai eu également le maillot de Raoul à la fin. Ouais, t'as fait un bon doublé. J'ai fait un bon doublé, j'ai fait aussi un bon trio dans le match puisque je me suis tapé Figo, j'ai eu Raoul au marquage, Figo au marquage, Raoul au marquage et j'ai fini avec Ronaldo au marquage. Il te devait bien ça, quoi. Donc j'ai fait pénalty d'ailleurs sur lui, je crois, si je ne me trompe pas. Donc non, c'était des souvenirs exceptionnels. Tu parlais de Nakata tout à l'heure. Oui. Et quand il rentre au vestiaire, il est comment après ça? Moi j'y étais pas puisque j'étais dans les tribunes. Mais un peu cher. C'était dur après pour lui ou pas? Ah bah oui, j'ai encore vu la fois dernière. Mais il arrive à peine le gars. Mais il venait d'arriver. Je te dis, je dois jouer moi, je dois être titulaire, il me le dit moi. Et il arrive Nakata, donc très gentil, bam. Et puis composition d'équipe, je n'y suis pas. Là, je tombe à la figure, j'ai dit merde, bam. Puis bon, quand je vois Péchard ce qu'il fait, alors lui, il est pour rien, Péchard. Absolument. Sur la neige et tout. Ça a été la risée de tout le monde. Ça a été la risée de tout le monde. Ça l'a tué en fait. Ah oui, ça l'a tué. Heureusement qu'il y a eu Sakai après pour un peu redorer l'image du Japonais à Marseille. Oui. Alors, le joueur qui t'a le plus impressionné? J'en ai parlé tout à l'heure. Il y en a eu beaucoup, parce que j'ai eu la chance de côtoyer et de jouer, et de jouer avec et contre des grands joueurs. C'est Didier Drogba. Voilà, j'ai d'abord été en tant qu'adversaire quand il était à Guingamp, et ensuite en tant que partenaire. Voilà, pour moi, c'est un joueur exceptionnel, très simple, absolument pas prétentieux, un très bon coéquipier. Donc, non, vraiment Didier Drogba. Et ça se joue avec Fabrice Fiorez ou pas? Ouais, avec Fio, c'était pas mauvais non plus, Fabrice. Ronaldinho, c'est des joueurs. Mais bon, moi, Ronaldinho, j'ai joué contre, mais bon, je l'ai pas eu moi de mon côté. Mais bon, à l'arrivée, la défaite, elle est pour tout le monde. Donc, c'était. Figo, Zidane, Roberto Carlos, qui était mon idole. Donc, ton poste en plus. Voilà, donc c'était. Le joueur le plus chambreur à l'Olympique de Marseille, c'était qui? À l'OM ou dans le championnat de France? À l'Olympique de Marseille. À l'Olympique de Marseille, il y en avait beaucoup. J'ai connu Cédric Carasso, Habib Bey, on était fort avec Habib. Avec Habib, Fabrice, Abriel. Moi, je l'ai connu à Guingamp, mais on n'a pas joué avec lui à Marseille. Mais non, Habib Bey. C'était, on était une équipe là où il est toujours chambreur. Attends, et celui qui chambre le plus en France? En France, sur le terrain? Sur le terrain, là, c'est côté mauvais ou... Moi, j'en ai connu un... Des chambreurs, tu en as des chambreurs. Chambreurs mauvais. Vous parlez de Ginola à l'époque, on va peut-être pas parler du même. Enfin, moi, c'était Christophe Dugarry. Ah ouais? Ouais, Christophe Dugarry était chambreur, gentil garçon aussi, mais allumeur en fait. Voilà, allumeur. C'était un allumeur. Il y avait un jeu, voilà. Donc tu regardais son sourire, tu vois, il te passait devant. Ouais, mais bon, toujours dans le respect, mais bon. Non, mais ça faisait partie de. Moi, ça me. C'est bagage à lui, ça. Il voulait faire péter les plombs un peu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors moi, j'étais plutôt zen, et je parlais pas. Je faisais le premier tacle, je parlais pas. Tu as bon cœur. D'ailleurs, tu as offert ton maillot, donc il a offert à Dugarry quelques petits tacles. Allez, on va parler de ton actualité maintenant, parce que tu as créé un club.
Oui. Tu as créé un club en 2015. C'est l'Espoir Football Club Beaucaire, le FCB, à Beaucaire. Comment ça se passe alors? Ça se passe très bien. Pour toi, ça a été sur un coup de tête avec mon vice-président Laurent Kento et pas mal d'éducateurs. Moi, j'étais donc dans l'autre club de Beaucaire et puis voilà, je voulais. Notre président partait et puis je voulais, voilà, j'avais pas envie de travailler avec la nouvelle équipe qui arrivait, voilà, point barre tout simplement. Donc j'ai décidé de créer mon propre club et puis en 4 ans on arrive à avoir toutes nos équipes en régional, en R1 et en R2. On a un partenariat avec Montpellier Hérault, on a un futur partenariat avec peut-être avec un autre club aussi, on en reparlera peut-être. On va signer. Ouais, c'est Noël. On va signer aussi un partenariat avec. Si, non, on peut le dire. Ce sera officiel. Au contraire. Si, non. Comme il a dit Jean-Charles, c'est Noël. Et on en est fiers et j'en suis fier moi aussi. On va signer le partenariat avec l'Olympique de Marseille le 22 janvier. Voilà. Breaking news, Bando breaking news, c'est pour nous, c'est cadeau. Voilà, exactement, ça me fait plaisir. Donc non, pour nous honnêtement, c'est un allant terrible pour nos enfants, voilà, c'est pour nos gamins. Moi, si j'ai fait ça, c'est que j'avais envie de transmettre ma passion, avant tout. Tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes 14 ans de carrière, je le transmets aux enfants, je transmets à mes éducateurs, à mes dirigeants, et je prends beaucoup de plaisir, même si c'est beaucoup de travail. Ton rôle exactement, c'est quoi du coup au sein de... Alors moi, je suis tout en fait. On fait tout, on est plusieurs, mais bon, moi je suis président avant tout, c'est moi qui fais pas mal les réunions avec la Ligue et le district. Moi je suis éducateur U10 et je suis éducateur U16. Ouais, donc tu as gardé vraiment ce lien avec le terrain. Ah ouais, moi j'aime ça, mais je mets en avant mes éducateurs avant tout, parce que on est un petit club avec très peu de moyens. On n'est pas du tout, on n'a pas d'argent, j'ai juste un petit peu d'argent pour mes éducateurs pour pas qu'ils perdent d'argent de leurs frais d'essence. Ça s'appelle des défraiements. Mais voilà, c'est pas du tout une histoire d'argent, c'est une histoire de cœur, une histoire de passion avant tout. Et puis quelque part, on montre aussi que ça fonctionne bien comme ça. Combien de licenciés? On a 315 licenciés aujourd'hui. Ah, quand même, oui. Ouais. C'est pas un petit club alors. 315, ça commence à devenir important. Parce que même dans notre région, 315 licenciés, il n'y en a pas énormément, il ne faut pas croire. Ouais, donc futur partenaire avec l'Olympique de Marseille, il y a déjà un jeune qui est parti là-bas? Oui, on a déjà un garçon qui a signé en début de saison, qui est rentré au Pôle Espoir et qui a signé à l'Olympique de Marseille. Et ça, on en est très fiers également. À quel âge il a signé? Là, Lucas a 13 ans. Voilà. D'accord. Voilà, maintenant, il joue en U14 R1 chez nous et Lucas a 13 ans. Il est rentré à 13 ans. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir, d'avoir participé à un grand plaisir. Ouais, c'était un bon moment pour nous. On finit bien l'année. Et voilà, on finit super bien l'année. C'est dernier cadeau aussi pour les savoir qu'il a fait les deux clubs quand même, Nîmes et Marseille aussi. C'était ces deux clubs de cœur. Oui, exactement. Tout à fait. Merci Nico, merci Johnny, merci. Jean-Charles. Prochain rendez-vous. Oui, non mais on l'a dit, le maillot de Dimitri, il est pour comme Pierre Nouvet. Dessus, s'il a raté le début de l'émission, on le redit. C'est pas moi, je vous le dis, c'est lui qui l'offre. Pierre Nouvet. On fera un petit paquet cadeau, on l'enverra par la poste. Voilà. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Pendant la trêve, il y aura une émission spéciale bilan. Voilà. On va faire le bilan de cette année 2019. À très bientôt. Ciao, ciao.